de ce qui se passe dans le coin, mais aussi de regarder ce qui se passe un peu à l'international. On retrouve notre chroniqueur Philippe Gauthier. Comment vas-tu aujourd'hui, mon brave? Ça va très bien, toi. Ça va super bien. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu de Saint-Roch. Là, on s'en va en Chine. Un pays qui est quand même envié pour sa puissance économique, mais apparemment qui connaît des difficultés. Il me semble que dans l'esprit collectif, la Chine, ça a un immense succès économique, non? Oui. Mais j'ai envie de passer par un détour pour te raconter. Quand j'étais un jeune étudiant en sciences politiques au milieu des années 80, la puissance montante, c'était le Japon. Le Japon était imbattable, il était partout. Il n'y avait que des succès. Mes amis apprenaient le japonais parce qu'ils ne voulaient pas être laissés en dehors de la vague. Et en 87, si je me souviens bien, il y a un député japonais qui est venu dans un de nos cours en sciences politiques pour dire « Notre pays a des gros problèmes. On est fortement endetté, ça ne durera pas, la bulle va éclater. » Et on était un peu sceptiques, mais en fait, la bulle japonaise a éclaté au début des années 90. Le Japon n'est pas allé nulle part, ça reste un pays important, mais il est plus dominant comme il était. Sa croissance fulgurante a été un peu cassée et disons que ça vit dans des paramètres un peu plus modestes. Et je pense que la Chine est au seuil d'une mutation de ce genre-là. Et pourtant, quand on regarde puis qu'on s'informe un peu, on n'a pas l'impression que la Chine est sous un tas de problèmes présentement. Ouais, un des problèmes, si je veux dire, ou une des raisons pour laquelle on a cette impression-là, c'est que l'information qui sort de la Chine est très, très contrôlée. Moi, je me rappelle en 2005, il y avait Raymond Saint-Pierre de Radio-Canada qui allait faire des reportages en Chine. On découvrait le pays, c'était excitant. Il parlait à plein de monde, il y avait une effervescence. Mais c'est plus ça. En fait, actuellement, les journalistes ne peuvent à peu près plus aller en Chine. Donc, il y a très peu d'informations indépendantes qui sortent. La Chine a tendance à cacher ses problèmes parce qu'elle aime présenter une belle image. Alors, en fait, on sait très peu ce qui se passe. À part ce qu'on voit en ligne, en fait. Ce qu'on voit en ligne, souvent, c'est des influenceurs qui sont payés par la Chine pour aller visiter le pays. Alors, ils vont tous à peu près aux mêmes endroits, ils disent tous à peu près la même chose, et c'est clair, quand on compare en fait leur texte d'un influenceur à l'autre, on voit que le texte leur est fourni par les autorités chinoises. Voici ce qu'on aimerait que vous disiez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, il n'y a pas de pauvreté en Chine, c'est technologiquement, socialement avancé, c'est brillant, il y a plein de lumière dans le ciel nocturne, il y a plein de gratte-ciel. Donc, ça répond à une image très positive, mais on fait un peu l'impasse sur les problèmes. Puis c'est ce genre de contenu-là qu'on voit le plus souvent sur TikTok ou sur YouTube. Et ce qu'on voit aussi... quand on voit vers la partie plus critique, ce qu'on voit aussi, c'est des vidéos qui sont reliées au Falun Gong, que vous connaissez peut-être pas. C'est un groupe religieux qui a été banni de la Chine en 1999. Et ils sont très impliqués en politique, ils sont viscéralement contre le régime. Et en fait, ils font plein de vidéos pour décortiquer la politique chinoise. Ils sont bien renseignés, mais ils font des interprétations très abusives. Alors, encore la semaine passée, ils disaient que Xi Jinping avait fait un AVC puis qu'il était plus capable de diriger le pays. Cet été, c'était un coup d'État militaire qu'il y avait eu. Xi Jinping contrôlait plus rien. Bref, ils sont tout le temps en train d'annoncer des catastrophes. C'est difficile de les prendre très, très au sérieux, même si fondamentalement, ils sont renseignés sur plein de choses à l'interne du pays parce qu'ils ont des contacts. Pour avoir une idée un peu plus juste, il faut aller au niveau des analystes économiques et politiques. Ils sont plus difficiles à trouver, ils sont un peu plus plates. Ça peut être des Occidentaux ou souvent des Chinois installés en Occident. Si c'est un Occidental en Chine, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont assez prudents sur ce qu'ils disent. Les Chinois qui sont rendus en Occident, souvent, sont un peu trop critiques ou plus critiques, en tout cas. Mais il faut être prudent sur ce qu'ils disent, mais en écoutant en plein, on finit par remonter le portrait. Parce qu'il y a quand même un débat politique et économique interne à la Chine, même si c'est un régime assez autoritaire, il y a quand même un certain feedback que les gens disent on aimerait que le gouvernement fasse ça, on analyse le problème comme ça. Donc, il est possible d'avoir des informations. Et ces analystes-là dont tu parles, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur la situation en Chine? Ouais, grosso modo, quand en ce moment, l'économie va vraiment mal et que le gouvernement a du mal à reprendre le contrôle ou même à reconnaître entièrement le problème, quoique ils le reconnaissent un peu à l'interne. Tu sais, l'économie chinoise est un petit peu victime, a un peu les problèmes de ses qualités.
Quelles étaient ces qualités-là ou quelles sont ces qualités? Pour commencer, ils ont une super politique industrielle. Il y a un fort appui à l'industrie. On a une vision à long terme sur comment certains secteurs économiques doivent se développer, les batteries, les voitures électriques, les choses comme ça. Ça, ils le font très, très bien. Ils ont beaucoup de talent en génie industriel. Ils savent comment organiser une production de masse. Ça, ils l'ont tout à fait. Des fois, sur le développement technologique, je suis pas toujours aussi convaincu, mais en génie industriel, ils sont super forts. Et ils avaient, au moins traditionnellement, une force de travail abondante et bon marché. Ça, c'était les forces là, qui ont permis l'émergence de la Chine ces dernières décennies. Mais ils ont un peu les défauts de ces qualités-là. L'aide à l'industrie a créé des problèmes de surproduction. Ils ont tellement boosté l'industrie qu'actuellement, l'industrie chinoise produit trop pour ce que le reste du monde est capable d'absorber en produits. Alors, tout le monde est en surproduction là-bas. Il y a une espèce de concurrence féroce entre entreprises pour vendre en coupant les prix. Alors, ils vendent beaucoup de produits partout, mais ils font très peu d'argent en réalité. La production de masse aussi reposait sur des produits qui n'étaient pas toujours à très forte valeur ajoutée. Il se faisait beaucoup d'assemblages de composants qui avaient été faits ailleurs, de sorte qu'ils vendaient plein de stocks dans le monde entier, mais il restait pas beaucoup d'argent pour les Chinois eux-mêmes pour leur payer des gros salaires. Alors, en fait, les revenus du Chinois ordinaire sont assez faibles quand même. L'appui à l'industrie aussi, surtout à la construction d'infrastructures, a coûté très cher. Et actuellement, la Chine croule sur les dettes. Alors, si vous pensez que le gouvernement canadien, québécois est endetté, c'est une blague comparée au gouvernement chinois, surtout les gouvernements régionaux ou municipaux qui ont des niveaux de dette inouïs qu'on n'imaginerait pas ici. Puis la force de travail, elle a vieilli. La population chinoise vieillit très, très vite. Les Chinois atteignent actuellement massivement l'âge de la retraite. Donc, il n'y a pas le même dynamisme d'un point de vue force de travail. Donc là, on parle d'un endettement. Ça doit avoir des effets quand même majeurs sur la société chinoise? Ah, c'est un cataclysme, en fait. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est important de le comprendre. La Chine, c'est un pays communiste. On imaginerait qu'il y a un gros filet social, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de programmes sociaux en Chine, ou pas au sens où on l'entend. Il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de bien-être social. Alors, si ça va mal pour vous, vous êtes tout seul et ça peut très mal tourner. Un des premiers signes de défaillance de l'économie chinoise, ça a été la crise immobilière. Vous avez peut-être entendu parler d'Evergrande, il y a eu des faillites dans le secteur immobilier, mais on construisait des villes entières qui sont restées vides, qui sont pas payées. Tout ça va très mal. En fait, les Chinois n'avaient pas d'autre option que d'investir dans l'immobilier. Comme il n'y a pas vraiment de bourse accessible à la population pour, je sais pas, investir dans des REER, si tu veux investir dans tes vieux jours, t'achètes de l'immobilier. Mais là, le secteur de l'immobilier s'est effondré, ça ne vaut plus rien. Alors du coup, la majorité des Chinois ont perdu presque toutes leurs économies. Souvent, ils se mettaient à plusieurs générations pour acheter un appartement. Alors, c'est plusieurs générations de Chinois qui ont été ruinés d'un seul coup. Pire que ça, souvent, ils ont acheté... la pratique, c'est d'acheter à l'avance un appartement, et après ça, le constructeur le construisait. Comme les constructeurs sont tombés en faillite, les gens ont pris des hypothèques pour faire construire des logements qui ne sont pas livrés, qui ne seront jamais livrés. Mais ils continuent à payer l'hypothèque sur ces logements inexistants. Donc, c'est un désastre social assez considérable. Ensuite, les Chinois ont cessé de dépenser. N'ayant plus d'argent, étant inquiets pour l'avenir, ils ont cessé de dépenser, ils vont plus dans les magasins, ils vont plus dans les restaurants, ils achètent plus de produits de consommation. Alors la consommation était déjà assez faible pour soutenir l'économie chinoise interne, du fait qu'elle était quand même assez mal payée, est devenue encore plus faible maintenant. Alors les centres d'achat sont vides, les restaurants ferment, les rues sont vides, les Chinois l'observent. Alors actuellement, comment ça se réduit? Le chômage est devenu très, très élevé, surtout chez les jeunes. Ils sortent de l'université, ils sont pas capables de se trouver un boulot. Les salaires sont non seulement très bas, mais en plus, actuellement, ils baissent substantiellement, y compris chez les groupes protégés comme les fonctionnaires ou les policiers. Même là, ces gens-là ont du mal à se faire payer ou leur salaire diminue. Et il y a un régime de travail qui appelle le 996, qui écœure tout le monde. 996 travaille de 9 à 9, 6 jours par semaine.
C'est pas très intéressant comme vie. Ça, c'est des semaines de 72 heures. C'est standard et ça décourage beaucoup de gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui se découragent, en fait, qui décrochent la société, qui décident de vivre marginalement, des fois, dans la rue, en travaillant le moins possible, puis en paraissant le plus possible, comme une forme de protestation ou de refus du système. C'est assez marqué. Il y a aussi des révoltes contre les entreprises. Les gens ne sont pas payés, se révoltent contre leur employeur, font des grèves. Mais quand ça devient extrême, quand tu n'as pas été payé depuis plusieurs années, c'est des cas qui arrivent, plusieurs mois, plusieurs années, des fois, les gens se tannent et mettent le feu à leur usine. Et c'est un phénomène qui est assez répandu, même si le gouvernement ne le reconnaît pas. Donc, c'est difficile d'avoir un tableau complet, mais on sait que ces événements-là, il y en a au moins un par semaine. Et des fois, c'est des usines de produits chimiques, ça explose. C'est assez désastreux. Il y a aussi de plus en plus de manifestations, même s'ils sont très durement réprimés, les gens sont assez découragés qu'ils prennent le risque. C'est quand même une longue liste de problèmes qu'on a là du côté de la Chine. Philippe Gauthier, on a parlé de l'impact économique, mais l'impact social, ça doit être majeur, là. C'est majeur. Comme je vous disais, il y a tout ce mouvement des gens qui décrochent la société, qui essayent d'en faire le moins possible. Un autre phénomène, c'est que les Chinois ne se marient plus. Parce qu'en fait, les femmes, souvent, vont chercher un mari un peu plus fortuné pour essayer de se sortir de leur misère. Mais les hommes sont pauvres, alors ils n'ont pas les moyens de se marier et ça les écœure un peu. Alors, ils vont même plus à la rencontre des femmes parce que l'exercice est futile et frustrant, en fait. Dans une population qui, déjà, est en forte dénatalité, l'effondrement d'une taux de mariage depuis quelques années inquiète particulièrement le gouvernement. Ça, c'est un problème qu'ils admettent. Il y a beaucoup de désespoir dans la population. Et comme il n'y a pas de service de santé mentale, les gens craquent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des fois, ils vont aller faire des manifestations, vont se mettre à crier dans la rue. C'est déjà très mal toléré. Mais ce qui est en émergence actuellement, c'est ce qu'ils appellent les attaques de vengeance contre la société. Et ça, c'est pas drôle. Là. Typiquement, c'est des attaques à la voiture de bélier ou au couteau. Je veux dire, on va poignarder des gens ou on fonce dans les foules avec des voitures. Ça se passe pratiquement tous les jours, pour autant qu'on puisse le savoir. Et plus grave encore, ces attaques-là visent très souvent les écoles et les garderies. Je veux dire, on est tellement en colère contre la société qu'on va tuer des enfants et des bébés, essentiellement. Ça donne une idée du niveau de désespoir. Officiellement, ça n'existe pas en Chine, mais c'est curieux. Les écoles primaires, actuellement, donnent des formations aux élèves comment se défendre contre une attaque de voiture bélier. Il doit y avoir un problème si on donne une formation. Effectivement. Fait que la société chinoise est donc vraiment... poussé à bout par la crise économique, je dirais. Mais ce qui est triste, c'est que le gouvernement cherche plus à couvrir l'information et à se protéger lui-même qu'à protéger la population et à trouver des solutions. Parce que ça serait embarrassant pour lui de reconnaître qu'il y a un problème. Alors, pour le moment, la situation paraît un peu bloquée. On verra comment ça évoluera à l'avenir. On pourrait parler de la Chine encore très longtemps et c'est surtout très intéressant de savoir que la situation est peut-être pas comme on la laisse, comme on la présente du côté du gouvernement, évidemment. On aura la chance de se reparler dans 2 semaines. Mon brave Philippe Gauthier, c'est toujours un immense plaisir. Merci pour cet éclairage-là sur la Chine. C'est toujours le fun. Oui, merci Rémi. Salut, bonne journée. À la prochaine. 8h31 maintenant. Vous écoutez CKIA 88.3 la radio.